Donc je suis coprésident de l'Union juive française pour la paix. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la composante juive dans le mouvement de soutien aux droits du peuple palestinien, tout simplement parce que cette guerre n'est ni coloniale, ni raciale, ni religieuse. Donc il était important qu'il y ait une composante juive, ne serait-ce que pour ne pas laisser la propriété du judaïsme sioniste, et je vais justement en parler. Et de la même façon, il existe en Israël une petite minorité israélienne anticolonialiste qui lutte pour les droits du peuple palestinien avec les Palestiniens. Alors je commencerai par dire que on a vécu un été meurtrier. Vous savez, peut-être vous ne le savez pas, mais juste après le massacre de l'opération que les Israéliens ont appelée bordure protectrice, qui n'est d'ailleurs pas le vrai terme, c'est le terme anglais, le tribunal Russell sur la Palestine a fait qui est un tribunal symbolique, qui avait condamné l'État d'Israël pour apartheid en novembre 2011, a fait une session spéciale à Bruxelles, où il a dit que l'État d'Israël s'était rendu coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'incitation au génocide, selon la définition internationale de ces crimes. Les crimes contre l'humanité, en particulier, ce sont les pilonnages volontaires d'écoles, de refuges, d'hôpitaux. Et on sait qu'à Gaza, 85% des victimes n'avaient strictement rien à voir avec aucune résistance armée et étaient des civils avec un très grand nombre de femmes et d'enfants. Gaza n'est qu'un tout petit morceau de l'apartheid israélien. Quand je dis un petit morceau, si c'est quand même quelque chose d'important, c'est une cage où vivent 1 800 000 habitants, c'est pratiquement la population des Bouches-du-Rhône, sur 360 km², c'est-à-dire c'est 15 à 20 fois plus petit que les Bouches-du-Rhône, donc une densité de population de 5 000 habitants au km². C'est un territoire où, avant même le massacre de cet été, les Israéliens ont tué en 7 ans 650 personnes par exécution extrajudiciaire à coups de drone, où les rares terres qui existent, qui ne forment que 20% de la superficie de Gaza, mais qui sont le long de ce que les Israéliens appellent la barrière de sécurité. 150 000 familles de paysans y travaillent. En 7 ans, ils ont eu 150 mortes et morts, des paysannes et des paysans, et 6 000 ânes qui ont été tués, de dangereux terroristes certainement. Les pêcheurs aussi à Gaza se voient interdire d'aller pêcher à plus de 3 km des côtes. Ils ont eu de très nombreuses victimes, ils ont eu pratiquement 200 bateaux qui ont été confisqués en 7 ans. Ils vivent aujourd'hui dans la misère la plus noire parce qu'il n'y a pas de poissons le long des côtes et ils ont eu de nombreuses victimes. Il faut savoir qu'à Gaza, non seulement on manque de nourriture en quantité suffisante, de médicaments, de ciment, mais surtout d'eau. Les Israéliens, quand ils ont évacué Gaza en 2006, ont creusé sur les 40 km de frontière entre Gaza et Israël, un puits tous les 100 mètres, et un rapport de l'ONU dit que d'ici 2020, il n'y aura plus de Gaza, tout simplement parce que la catastrophe qu'on attend d'un moment à l'autre aura lieu, c'est-à-dire que de façon définitive, l'eau de mer aura envahi la totalité de la nappe phréatique. Il faut 300 ans pour renouveler une nappe phréatique, et donc le jour où la nappe phréatique de Gaza est envahie, pour l'instant elle est envahie en assez grande partie, mais le jour où elle est envahie totalement, Gaza n'aura définitivement plus d'eau potable. En tout cas aujourd'hui, à Gaza, il faut importer de l'eau potable. Il faut savoir qu'à Gaza, on manque de pétrole. Le coup d'État en Égypte a fait détruire la quasi-totalité des tunnels. Donc on est retourné à l'ère des charrettes. On est retourné à une époque où il y a en moyenne 4 heures d'électricité par jour. La seule centrale électrique a été pulvérisée. Donc c'est des groupes électrogènes quand ça marche. Et donc une situation de chaos, une situation où on fait retourner les gens dans des conditions qui datent de plusieurs siècles en arrière, et où donc c'est une cage où on expérimente comment un peuple enfermé peut survivre, et où toute la communauté internationale fait payer à Gaza le fait d'avoir mal voté, de ne pas avoir voté pour le candidat qui était prévu par la communauté internationale. Mais quand je dis Gaza n'est qu'un petit morceau de l'apartheid israélien, il faut que vous compreniez une chose, et ça c'est directement en liaison avec le sionisme dont je vais parler tout à l'heure. Il y a entre Méditerranée et Jourdain 6 millions de juifs israéliens et 6 millions de Palestiniens. Et comment cette situation arrive à exister? Parce que l'occupation a fait exploser, fragmenter
les Palestiniens en autant d'entités différentes. Il y a Gaza dont je viens de parler, il y a la Cisjordanie, il y a Jérusalem-Est, il y a les Palestiniens d'Israël, il y a les réfugiés, il y a les prisonniers. Alors si je dis quelques mots de la Cisjordanie, aujourd'hui c'est, si on enlève Jérusalem-Est, la Cisjordanie est un peu plus petite que les Bouches-du-Rhône, pour 2 300 000 Palestiniens et 400 000 Juifs israéliens qui vivent dans cette Cisjordanie, 400 000 colons. Mais quand vous allez là-bas, la première chose, c'est que vous vous demandez où est la frontière. Si vous regardez le mur empiète de très très large partie du territoire palestinien. Les colons occupent aujourd'hui 42% de la superficie et toutes les grandes villes palestiniennes sont encerclées par les colonies ou par le mur. Les Israéliens ont volé jusqu'à la mémoire palestinienne, puisque Hérodion, Qumran, le tombeau de Rachel sont devenus des parcs nationaux israéliens alors qu'ils sont situés en Cisjordanie. Les Palestiniens sont y compris obligés d'acheter leur propre eau aux Israéliens, alors que la Cisjordanie est un des châteaux d'eau de la région, avec le Golan et le lac de Tibériade. Ils sont obligés d'acheter leur propre électricité, et le territoire est hérissé de checkpoints qui rendent extrêmement aléatoires tous les actes de la vie quotidienne, se déplacer, étudier ou se soigner. De nombreuses Palestiniennes et Palestiniens sont morts sur les barrages en voulant aller à l'hôpital. Il y a eu jusqu'à 700 checkpoints. La situation qui aujourd'hui est la plus explosive est probablement celle de Jérusalem-Est. C'est là où on attend le drame absolu d'ici quelques jours, parce que le gouvernement israélien est en train de l'organiser. Jérusalem, il faut comprendre que c'est une ville de 800 000 habitants. 280 000, c'est Jérusalem-Ouest qui était israélienne depuis 1948. Mais à Jérusalem-Ouest aussi, il y a eu un nettoyage ethnique. En 1948, de très nombreux Palestiniens ont été chassés de là. Notamment, c'est à Jérusalem-Ouest que se trouve le village de Der Yassin, qui est le village martyr de la guerre de 1948, là où les milices de l'extrême droite sioniste, de l'Irgun et du groupe Stern, ont massacré le 9 avril 1948 250 paysans palestiniens. Der Yassin aujourd'hui est un nouveau quartier de Jérusalem qui s'appelle Givat Shaul, et le tunnel routier qui passe sous Givat Shaul porte le nom de l'assassin, Menachem Begin. Et c'est sur le territoire de Givat Shaul que les Israéliens ont construit Yad Vashem, le musée de la Shoah. Vous voyez un petit peu comment toutes les choses un petit peu se construisent et s'incrustent un petit peu dans la région. À Jérusalem-Est, 550 000 habitants, la ville devait être, d'après les accords d'Oslo, la capitale du futur État palestinien. Aujourd'hui, les Palestiniens sont majoritaires d'extrême justesse sur ce territoire, 52% de la population. Les Israéliens ont construit partout ce qu'ils appellent des nouveaux quartiers, donc ont des jolis noms bibliques, Atarot, Ramot, Pisgat Zéef et tout. Pisgat Zéef qui est relié à Jérusalem-Ouest par un tramway construit par les Français. Merci à Alstom et à Veolia. Et aujourd'hui, ce sont les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est qui sont attaqués. Évidemment, l'attaque la plus sensible en ce moment, elle a lieu sur l'esplanade des mosquées, donc dans la vieille ville. Il faut savoir que la vieille ville de Jérusalem a été coupée en 4. Un quartier juif, un quartier chrétien, un quartier arménien, un quartier musulman. C'est sur le quartier musulman que se trouve l'esplanade des mosquées. Et aujourd'hui, alors qu'il y a des sectes d'extrême droite en Israël qui rêvent depuis longtemps de dynamiter la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher, et jusqu'à présent, ces sectes étaient interdites d'accès à l'esplanade des mosquées, et maintenant Netanyahou les laisse parader, donc dans le but évidemment de provoquer un embrasement généralisé, comme il y avait déjà eu un embrasement généralisé quand Ariel Sharon avait fait une provocation sur cette même esplanade des mosquées. Et en même temps, dans les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est, par exemple à Silouane, on détruit des centaines de maisons palestiniennes. Il y a déjà plusieurs milliers de Palestiniens qui ont été expulsés. On le fait au nom de la Bible. Les Israéliens ont décidé que le roi David avait vécu là, donc on construit la maison du roi David, le parc du roi David, le musée du roi David, alors que, je l'expliquerai tout à l'heure, même les plus grands historiens israéliens sont à peu près persuadés que l'histoire de David est totalement légendaire et que ce personnage, en tout cas sous une forme historique, n'a pas existé. L'autre morceau de l'apartheid israélien qu'il ne faut jamais oublier, ce sont les Palestiniens d'Israël. 23% de la population de l'Israël d'avant la guerre de 67. Ils se définissent eux-mêmes comme des miraculés. Leur expulsion avait été programmée en 1948. On le sait maintenant avec l'ouverture des archives. Même les historiens sionistes reconnaissent qu'il existait le plan Dalet. Dalet, c'est la lettre D en hébreu, qui prévoyait
l'expulsion de tous les Palestiniens. Ceux qui ont échappé à l'expulsion, c'est parce qu'il y avait des soldats anglais sur place ou parce qu'il y avait des fortes concentrations chrétiennes et que l'État d'Israël naissant ne voulait pas se mettre mal avec les puissances chrétiennes. Aujourd'hui, ces Palestiniens d'Israël subissent toute une série de discriminations qui tient à leur carte d'identité. Sur la carte d'identité, pour les juifs israéliens, c'est marqué juif, et pour les autres, c'est marqué musulman ou chrétien. Et quand on n'est pas juif dans un État juif, ben on n'a pas le droit d'avoir un certain nombre de métiers. Donc à peu près tous les métiers qui sont liés à ce que les Israéliens appellent la sécurité, ça peut être le téléphone, la compagnie des eaux, la compagnie d'électricité, la fonction publique, sont interdits aux Palestiniens. Le résultat, c'est que s'il y a à peu près 15% de la population israélienne qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est 55% de la population des Palestiniens d'Israël qui est sous le seuil de pauvreté. Ils ont un très grand interdit au logement et surtout à la terre. Il faut comprendre que quand la guerre de 48 éclate, donc ce que les Israéliens appellent la guerre d'indépendance et que les Palestiniens appellent la catastrophe, la Nakba, les Juifs israéliens ne possèdent que 8% de la terre. À la fin de la guerre, ils en possèdent 92%, ils ont tout confisqué, ils ont détruit 700 villages. Aujourd'hui, ils ont refusé le droit au retour des réfugiés. Aujourd'hui, en Israël, il y a une association progressiste qui s'appelle Zorot, qui entretient la mémoire des villages disparus. Et aujourd'hui, les Palestiniens d'Israël ne possèdent plus que 3% de la terre, alors que c'est une population essentiellement rurale. Dans les villes mixtes ou dans les villes palestiniennes, quand ils veulent construire, il n'y a pas d'espace. Donc ils ne peuvent pas s'agrandir, ils ne peuvent pas aller dans des espaces qui sont réservés aux Juifs, ils ne peuvent pas construire en hauteur, alors ils s'entassent bien souvent dans les appartements. Parmi les Palestiniens d'Israël, ceux qui vivent la situation la plus dure, qui est une véritable situation d'apartheid, ce sont les Bédouins du Negev. Les Israéliens ont expulsé en 1949 la majorité des Bédouins du désert du Negev, qui est au sud d'Israël, mais il en est resté. Ces Bédouins dans le Negev sont aujourd'hui 160 000. Il y a 7 villages reconnus, où vivent à peu près 40 000 Bédouins, et une cinquantaine de villages non reconnus. Non reconnus, ça veut dire sans eau, sans électricité, sans route, sans école. Ils sont citoyens israéliens, mais ils n'ont pas le droit de construire en dur. Dès qu'ils mettent des parpaings, on vient détruire leur village. Le grand village de la résistance actuellement, c'est Al-Arakib, à 7 km de Beersheba, qui a déjà été détruit 60 fois, et dans lequel les derniers Bédouins sont encerclés. La mosquée déjà a été évacuée, ils vivent aujourd'hui dans leur cimetière, et il y a un décret qui est paru, ils vont être définitivement expulsés. Ceci dans le but de peupler le nord du Negev avec de nouveaux immigrants. Plusieurs centaines de milliers de nouveaux immigrants israéliens sont prévus aujourd'hui dans le nord du Negev. J'ajouterai, pour parler de l'apartheid israélien, ne jamais oublier les réfugiés. 800 000 Palestiniens ont été expulsés de leur propre pays en 1948, c'est le crime fondateur. Aujourd'hui, 4,5 millions de personnes ont la carte de l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'Office des Nations Unies chargé des réfugiés. Ils sont ces expulsés ou leurs descendants. Ils vivent dans une soixantaine de camps, dont un peu plus de la moitié sont en Palestine occupée. À Gaza, 75% de la population sont des réfugiés. En Cisjordanie, c'est à peu près 30 à 35%. Et il y a aussi des camps de réfugiés dans 3 pays arabes, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Les réfugiés des pays arabes voisins ont été très maltraités par les États. Le roi Hussein de Jordanie a massacré 30 000 Palestiniens, c'était Septembre Noir en 1970. La guerre civile du Liban a fait de très nombreuses victimes palestiniennes. L'acte fondateur, c'est un car palestinien mitraillé à Beyrouth. Les grands crimes de cette guerre du Liban, c'est Sabra et Shatila, les phalangistes avec le soutien et l'infrastructure israélienne. Sabra et Shatila, donc, ou Tel al-Zatar, les phalangistes avec le soutien et l'infrastructure syrienne. Et il faut savoir que l'une des défaites majeures de l'OLP en 1984, c'est l'expulsion justement de Yasser Arafat du Liban, encerclé par les troupes syriennes d'un côté, les vedettes israéliennes de l'autre côté, et l'OLP est obligé de quitter le champ de bataille pour partir en Tunisie, à 3000 km de là. Les réfugiés qui vivent en Palestine ont été complètement laissés à l'abandon par l'ONU, qui a une attitude d'une extrême lâcheté à leur égard. Tout ce qu'ils ont créé, les écoles, les centres sociaux,
parfois des niveaux d'instruction comparables à ceux de la société israélienne. Ils l'ont fait avec leurs propres mains, mais ils ont été abandonnés. Ne jamais oublier non plus dans l'apartheid israélien la question des prisonniers. 800 000 Palestiniens ont connu la prison depuis 1967. À l'échelle de la France, c'est 15 à 20 millions. Tous les partis politiques sont touchés ou ont été touchés. Aujourd'hui, il y avait 5700 prisonniers la veille de l'opération Bordure Protectrice. On est remonté à 7000. Les Israéliens ont fait de nombreuses arrestations. Il faut comprendre que tous les partis politiques sont touchés. Il y a évidemment Marwan Barghouti du Fatah. Un autre général du Fatah est mort en prison il y a 1 an d'un cancer non soigné. Toute la direction politique du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, dont le secrétaire général Ahmed Sadat, sont en prison. Et il y a 21 députés ou maires du Hamas qui sont en prison. Imaginez s'il y avait dans le monde un seul élu israélien qui soit en prison immédiatement. Tout le monde crierait à l'antisémitisme, bien évidemment. Il faut savoir que dans les prisons, on torture. Dans les prisons, il y a de nombreux enfants, il y a plus de 500 enfants qui sont emprisonnés. Dans les prisons, on isole et on pratique à fond ce qu'on appelle la détention administrative, c'est-à-dire l'emprisonnement sans jugement, qui est d'une durée de 6 mois et qui est reconductible indéfiniment. Et notamment, souvent, ce sont des anciens prisonniers libérés qui sont repris en détention administrative. Les prisonniers ont mené de très nombreuses grèves de la faim contre la détention administrative. Tout comme les Palestiniens d'Israël ont mené de nombreuses batailles pour avoir la terre. Quand on fête la journée de la terre, c'est une révolte des Palestiniens d'Israël. Alors si j'ai fait ce descriptif, c'est pour que vous compreniez que cette guerre, elle n'est pas limitée. Cette guerre, elle n'a pas commencé en 1967. Elle n'a pas commencé en 1948. Elle commence pratiquement au début du 19e siècle. Et c'est là que la question du sionisme va être extrêmement importante. Vous devez comprendre que toutes les institutions qui ont créé, qui ont dépossédé le peuple palestinien de son propre pays, et je vais les citer, ont été créées 40 ans avant Auschwitz, parfois 50 ans avant la création de l'État d'Israël. La Banque nationale juive, la Banque coloniale juive, pardon, le nom ne s'invente pas, 1898. Le KKL, Keren Kayemet Israël, c'est-à-dire le Fonds national juif, celui qui plante des arbres là où il y a en dessous des villages palestiniens qui ont été détruits, 1901, et depuis 1901, très régulièrement, petit à petit, il s'empare par la force de terres arabes, et les judaïstes, c'est son boulot. La Histadrout, le syndicat unique israélien, 1920, dans l'article numéro 1 de la Histadrout, il y a la défense du travail juif, c'est l'article numéro 1 des statuts. Le premier acte de la Histadrout, dès 1921, c'était le boycott des commerces arabes. C'est-à-dire qu'ils avaient la volonté de créer une société spécifiquement juive. Et puis après, ils briseront la grève générale palestinienne de 1936 et ils posséderont jusqu'à 12% de l'économie israélienne, puisque la plus grande banque du pays, c'est la Banque Léonie, la plus grande compagnie de travaux publics, Solal Bonnet, celle qui a construit l'économie, la plus grande compagnie d'autobus, Eged, tout ça, c'est la Histadrout qui l'a fondée. La Histadrout possède toujours des caisses de sécurité sociale et de retraite et doit des centaines de millions de shekels aux travailleurs palestiniens qui ont été licenciés après la première intifada. Dans les institutions sionistes qui ont été créées très très tôt, bien avant 1948, il faut citer la Haganah, qui est l'ancêtre de l'armée, de Tzahal. Il faut citer l'agence juive, 1928, qui est spécialisée donc pour donner des appartements et des terres, en général volées, aux nouveaux immigrants. Alors, pourquoi aborder la question du sionisme et pourquoi la question du sionisme, de mon point de vue, est une question complètement centrale. Je signale que ça ne faisait pas forcément consensus, même dans le mouvement de solidarité, il y a quelques années. Certains disaient, le sionisme c'est une question d'histoire, c'est l'idéologie qui a créé l'État d'Israël, mais l'État d'Israël existe, à quoi bon revenir là-dessus? Justement, c'est une question absolument pas d'histoire, c'est la question totalement vide. Si aujourd'hui il y a la barbarie, si aujourd'hui il y a le sociocide contre les Palestiniens, si aujourd'hui, comme l'expliquait Ariel Sharon, nous allons terminer la guerre de 1948, si aujourd'hui il y a l'apartheid,
c'est le sionisme, le rôle que l'apartheid jouait dans la question sud-africaine. Et de la même façon qu'aucune paix, aucune issue n'était possible en Afrique du Sud sans la disparition de l'apartheid et sans la reconnaissance du fait que l'apartheid est un crime, aucune issue n'est possible dans la guerre, j'aime pas dire la guerre israélo-palestinienne parce que ça voudrait dire que c'est une guerre entre deux peuples. Donc je préfère dire la guerre de l'État d'Israël contre le peuple palestinien, parce que c'est un État qui se bat contre une population désarmée. Cette guerre n'a aucune issue possible avec le maintien du sionisme. Donc il n'y aura pas de paix sans une désionisation d'Israël, une rupture avec le sionisme, un dépassement du sionisme, mais l'idée même, et on le voit, on est aujourd'hui 20 ans après les accords d'Oslo, les accords d'Oslo ont voulu imaginer une paix. Maintenant, toutes les structures de l'État d'Israël, l'État juif, l'État d'Israël tel qu'il a été construit après 1948 sur une base raciste et sur une base de discrimination, et on voit le résultat, ces accords ont été une sinistre plaisanterie, et même celui qui les a signés côté israélien et qui est mort assassiné, Yitzhak Rabin, entre la signature des accords d'Oslo et son assassinat, il a installé 60 000 nouveaux colons. Donc on peut se poser évidemment des questions sur la possibilité de négocier avec les sionistes. On peut poser aussi la question, existe-t-il des sionistes à visage humain? Parce qu'au moment d'Oslo, c'était un petit peu le pari. Il en a existé incontestablement. Je citerai des noms, Martin Buber, entre les deux guerres, qui était un juif allemand chassé par le nazisme de l'Allemagne nazie, était partisan d'un État binational, et en 1946, il y a des élections parmi les juifs de ce qui n'est pas encore Israël, donc qui s'appelle le Yishuv, les établissements juifs en Palestine, et la liste pour un État binational de Martin Buber obtient 45% des voix. Donc il y avait une petite moitié des futurs Israéliens qui n'étaient pas pour le nettoyage ethnique. Mais ce courant a explosé en plein vol dès qu'il y a eu les premiers coups de feu de la guerre de 1948, et il n'existe plus aujourd'hui. Donc ce courant-là n'existe plus. On peut se poser la question, est-ce que être antisioniste, et c'est une accusation qu'on me lance souvent, ce n'est pas vouloir rayer Israël de la carte et jeter les Juifs à la mer? On mélange beaucoup de choses sur cette affaire-là. Donc, en ce qui me concerne très clairement, l'État juif doit disparaître. Le seul État français qui a existé dans l'histoire, c'est Vichy. Un État qui se définit sur des bases ethniques, religieuses, communautaires, ne peut être qu'excluant vis-à-vis des autres. Même Shlomo Sand, qui est partisan de deux États, écrit État juif et démocratique. C'est un oxymore, c'est une contradiction. Si on est juif, on n'est pas démocratique. Et la blague qui se dit en Israël, c'est que Israël est un État démocratique pour les juifs et juif pour les arabes. Et bien évidemment, ça veut dire que la moitié de la population qui n'est pas juive subit toutes les formes de discrimination que j'ai expliquées. Donc l'État juif doit disparaître, donc c'est en gros l'essentiel des institutions doit disparaître. Par contre, je suis assez clair là-dessus, les juifs israéliens devront rester, un petit peu comme l'apartheid a disparu en Afrique du Sud, mais les 6 millions de blancs sont restés, ils sont restés sans l'apartheid. Donc voilà, l'idée c'est qu'il n'y a, de mon point de vue, aucune issue dans cette guerre-là sans le vivre ensemble dans l'égalité complète des droits, l'égalité politique, économique, commerciale, toute l'égalité possible, évidemment, égalité sur la possession des richesses et tout. Et si on n'en passe pas par là, de mon point de vue, ce sera la barbarie, mais en tout cas, il n'y a pas de paix avec le sionisme, mais le sionisme ne signifie pas les juifs à la mer, bien évidemment. La fin du sionisme signifie l'égalité et rien d'autre. On nous dit parfois, si vous vous définissez anti-sioniste, c'est anti quelque chose, c'est une définition négative. Ouais. Mais enfin bon, je suis aussi antifasciste, antiraciste, et j'arrive pas à trouver d'autres termes possibles. On nous dit aussi parfois, si vous êtes anti-sioniste, il y a la confusion avec Dieudonné. J'expliquerai que Dieudonné n'est pas anti-sioniste, il a des tas de points communs avec le sionisme. Le premier étant qu'il essentialise les gens suivant leur origine ou leur identité supposée, et qu'exactement comme les sionistes, il dit juif égale sioniste. Pour les sionistes, juif égale sioniste, ça veut dire si vous critiquez le sionisme, vous êtes antisémite. Et pour Dieudonné, puisque les sionistes sont coupables de crimes, c'est que les juifs sont intrinsèquement pervers. Mais c'est une pensée qui, au bout du compte,
part des mêmes présupposés. Alors je vais essayer un petit peu de définir le sionisme. On ne peut pas le définir avec une seule idée. C'est plein de choses mélangées, et je vais peut-être aborder en priorité celui qui, d'un point de vue juif, est le plus fort. C'est la question de la réécriture, de la mystification de l'histoire des identités et des mémoires juives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer le succès du sionisme auprès des juifs si on ne part pas de là. Alors, je vais être un petit peu obligé de faire de l'histoire, et dans ce petit bouquin, j'ai essayé en un chapitre de raconter l'histoire de cette guerre de l'Antiquité à nos jours. Peu importe que, donc je vais repartir de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, il y a un ouvrage qui s'appelle la Bible, qui n'est pas un ouvrage historique. Mais les sionistes, dont la plupart des fondateurs étaient athées ou non-croyants, Ben Gurion était athée, Herzl n'était pas croyant, ils ont pris la Bible pour un livre d'histoire, et en tout cas ils l'ont utilisé pour justifier leur conquête coloniale. Alors peu importe que la Bible raconte l'arrivée des Hébreux depuis la Mésopotamie, l'entrée et la sortie d'Égypte avec Moïse, ces épisodes sont légendaires. Le premier épisode qui est important dans la Bible par rapport à l'histoire actuelle, c'est le livre de Josué. Dans ce livre, Josué conquiert une par une toutes les villes du pays de Canaan, qui est en gros aujourd'hui la Cisjordanie, et une par une, il massacre ces villes peuplées d'impies. Et il y a les fameuses trompettes de Jéricho et tout. Aujourd'hui, les colons sionistes de Cisjordanie disent, c'est écrit dans la Bible, Dieu a donné cette terre au peuple juif et nous devons répéter ce que Josué a fait. Autrement dit, les déclarations des rabbins qui disent la Torah dit qu'il faut tuer les Palestiniens, leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux, tout ça, c'est tiré avec évidemment des interprétations fallacieuses, mais c'est tiré d'une interprétation littérale du livre de Josué. Au niveau historique, tout ça c'est du pipeau. Les Hébreux sont un peuple autochtone, ils ne se sont pas conquis eux-mêmes, donc il n'y a pas un seul épisode de toute cette série de massacres et de nettoyage ethnique qui a existé dans la réalité. Les trompettes n'ont pas sonné à Jéricho. Les sionistes disent aussi il y a eu autrefois un royaume unifié de Salomon et David, et grâce au sionisme, nous reconstituons avec l'État d'Israël le royaume unifié d'autrefois. Là aussi, c'est d'abord une interprétation très partielle de la Bible, parce que la Bible dit aussi que de tout temps, dans cette région, ont vécu ensemble des peuples différents avec des religions différentes. Il y avait les Hébreux, mais il y avait les Philistins qui ont donné le nom à la Palestine, il y avait les Iduméens, les Moabites, les Cananéens et tout. Il y avait le culte de Baal qui pouvait voisiner la religion hébraïque. Tout ça s'était mélangé. En ce qui concerne Salomon et David, Jérusalem, à l'époque présumée du grand temple de Salomon et la reine de Saba, est un petit village de l'âge de fer de quelques centaines d'habitants. Donc il n'y a pas eu ni roi David, ni roi Salomon, ni grand temple. C'était tout au plus, David devait être un conducteur de troupeaux de moutons, mais pas plus que ça. Et donc, là encore, cette idée de refaire le royaume ne repose absolument sur rien. Les premières attestations historiques, c'est deux royaumes, le royaume d'Israël qui correspond en gros au nord de la Cisjordanie, et le royaume de Judée qui correspond à Hébron et à Jérusalem, ont toujours été des royaumes différents. Ceux-là sont historiques, le reste est assez légendaire. Beaucoup plus tard, les sionistes disent, donc on saute quelques étapes, on passe à l'époque de Jésus-Christ, ou un petit peu après. En 70 après Jésus-Christ, l'empereur romain Titus prend Jérusalem, détruit le temple, interdit la ville aux Juifs, et les Hébreux disent, les sionistes disent qu'à ce moment-là, 2 à 3 millions de Juifs partent et se répandent partout dans le monde, et qu'après 2000 ans d'exil, grâce au sionisme, ils reviennent et créent leur État. Autrement dit, à la base du sionisme, il y a la théorie de l'exil et du retour. Tout ça, c'est faux. Il y a tous les historiens qui ont rejeté d'abord. Cette terre-là, à l'époque, au maximum, pouvait avoir 5 à 600 000 habitants, pas plus. Ça, les historiens ont des moyens de calculer la population maximum d'un pays selon les périodes et l'hydrographie et tout. Et puis, il n'y a pas la moindre trace historique d'un tel départ. Ce qu'on sait maintenant de façon sûre, c'est que la religion juive était dispersée depuis très longtemps. 150 ans avant cet épisode-là, il y avait des Juifs à Rome, il y en avait de nombreux qui étaient à Babylone, qui n'étaient jamais rentrés. Il y avait des Juifs en Espagne, en Gaule, en Allemagne,
en Tunisie et tout. Alexandrie était une ville côtière juive et tout. Et donc c'est la religion qui était dispersée pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne. La religion juive est prosélyte, donc de très nombreux citoyens romains se convertissent au judaïsme, comme d'autres se convertissent au christianisme, ou au culte d'Isis, ou au culte de Mithra. Il y a probablement au IIIe siècle 10% de la population de l'Empire qui est juive. On trouve des synagogues du mur d'Adrien jusqu'à Doura Europos sur l'Euphrate, il y en a absolument partout. Et quand le christianisme triomphe avec l'empereur Constantin au IVe siècle, la plupart des juifs se convertissent au christianisme, et ceux qui ne se convertissent pas vont être obligés de s'enfermer. Et donc l'image de la communauté juive fermée et de la religion non prosélyte, c'est en gros quand elle est défaite par le fait que le christianisme devient la religion officielle de l'Empire. Autrement dit, les juifs aujourd'hui sont des descendants de convertis, soit de convertis de l'époque de l'Empire romain, soit de convertis ultérieurs. Les juifs du Maghreb sont tout simplement des berbères convertis à peu près vers le VIe siècle. Les juifs ashkénazes dont je suis sont très probablement des Slaves de l'Empire khazar qu'il y avait entre mer Caspienne et mer Noire, qui sont convertis au judaïsme vers le IXe siècle après Jésus-Christ. Donc très massivement, les juifs sont des descendants convertis. Et donc qui sont les descendants des Judéens de l'Antiquité, les juifs de l'Antiquité? Ceux qui n'ont pas bougé, qui ont toujours été sur place, qui ont été juifs, puis chrétiens, puis en majorité musulmans, c'est-à-dire les Palestiniens. Les Palestiniens qui, à peu près depuis la conquête arabe du 7e siècle, sont à 80% musulmans, 15% chrétiens, et jusqu'à l'arrivée du sionisme, 4 à 5% juifs. Et c'est à peu près l'équilibre démographique de la Palestine pendant 2000 ans. Donc on voit que toute la théorie sioniste de l'exil et du retour est un fantasme, est une justification ultérieure d'un phénomène de conquête coloniale. Le sionisme, on va le voir, est une réponse fausse, mais une réponse à l'antisémitisme. Il faut parler de l'antisémitisme. L'antisémitisme est une invention chrétienne et européenne, qu'on soit très clair sur ce point. Ce sont les chrétiens qui vont inventer les stéréotypes racistes, le peuple déicide, le peuple qui veut dominer tout le monde. C'est eux qui vont inventer les interdictions professionnelles, dont la pire est l'interdiction de posséder la terre. Donc dans l'Europe chrétienne, les juifs vont devenir colporteurs, percepteurs, banquiers, usuriers. Ils vont avoir des métiers interdits aux chrétiens. Ils seront les intermédiaires entre les seigneurs et la population, d'où une grande impopularité. Et très rapidement, dans l'Europe chrétienne, il y a des expulsions. La France en a eu une dizaine, et pratiquement au XIVe siècle, il n'y a plus de juifs en France. Il y en aura à nouveau à partir de la Révolution française, mais à partir de régions récemment annexées, comme le Comtat venessin ou l'Alsace. Et l'Angleterre aussi expulsera ses juifs et tout. Et il y aura de très nombreux massacres, les massacres les plus emblématiques étant ceux de la première croisade, avant d'aller massacrer les musulmans, les massacres et la grande expulsion d'Espagne entre 1391 et 1492, et les pogroms qui commencent en Europe de l'Est à partir de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, dont certains feront plus de 100 000 morts, comme les pogroms de Khmelnytsky, du Cosaque Khmelnytsky en Ukraine. Donc on voit l'antisémitisme est un phénomène européen. Aujourd'hui, les sionistes essaient de dire que les juifs ont vécu l'enfer dans le monde arabe ou dans le monde musulman. Il n'y a aucune preuve là-dessus. Les juifs du monde arabe avaient le statut d'immi, c'est-à-dire protégés, entre guillemets. Ils payaient des impôts à la différence des musulmans, mais ils s'auto-organisaient, donc ils gouvernaient eux-mêmes leur communauté. Il y a eu des moments durs, mais qui en général étaient des moments durs pour tout le monde musulman qui les entourait. Et avant l'arrivée du sionisme, il n'y a aucune trace de massacre spécifique contre les juifs dans le monde arabe ou dans le monde musulman non arabe, comme en Perse ou en Asie centrale. Donc voilà, l'antisémitisme est bien un phénomène européen et chrétien. L'antisémitisme moderne est une création de l'émancipation des juifs qui commence en Europe, en France puis en Allemagne, à partir de la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire c'est le moment où les juifs ils sortent du ghetto, donc ils deviennent une minorité invisible, et ils sont un obstacle à tous les rêves fous d'États ethniquement purs.
Et il y aura un consensus antisémite total dans l'Europe à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Alors il faut comprendre cette période qui est à l'époque d'apparition du sionisme. À cette époque-là, les 2/3 des Juifs du monde entier vivent dans un seul pays, c'est pas la Palestine, c'est l'Empire russe. Dans l'Empire russe, c'est une population qui n'est pas une population de banquiers ou de bourgeois, c'est une population essentiellement de prolétaires ou de sous-prolétaires. Et donc, pour des raisons de lutte des classes, ils vont assez massivement perdre la religion. Donc le concept de juif athée, j'en suis un, existe depuis plus d'un siècle. Il y aura, on ne peut pas comprendre la révolution russe sans comprendre cette situation sociale. Et donc, quelle est la physionomie un petit peu du monde européen à la fin du XIXe siècle? D'un côté, il y a les religieux, mais qui sont minoritaires. Mais les religieux sont contemplatifs. Les juifs, c'est la religion du livre, donc ils sont indifférents au monde extérieur, même quand ils sont persécutés, même quand il y a des pogroms. Mais les religieux seront farouchement antisionistes. J'explique pourquoi. La religion juive est une religion de l'exil. D'après les religieux, le peuple juif a été puni pour s'être mal comporté, il est en exil, il ne pourra retourner chez lui que quand arrivera le Messie. Donc tout pouvoir temporel avant l'arrivée du Messie est interdit, toute installation dans cette terre aujourd'hui d'Israël-Palestine est totalement interdite. Donc il faut comprendre que les sionistes vont faire un véritable blasphème en faisant ça, et même l'usage de la langue, la langue hébraïque est purement une langue religieuse et est interdite comme langue profane. Il y a des langues juives qui sont le yiddish en Europe orientale, le ladino dans les Balkans ou dans l'ex-empire ottoman, il y a le judéo-arabe au Maghreb et tout, mais l'usage de la langue hébraïque est interdit si c'est à des fins profanes. Et le peuple élu dans la religion juive, ça ne veut pas dire celui qui a plus de droits que les autres, ça veut dire celui qui a plus de responsabilités que les autres. Et l'an prochain à Jérusalem, ça ne veut pas dire je vais à Jérusalem, j'installe un État et à toi de là je vais mettre, ça veut dire j'ai une référence à Jérusalem comme les musulmans ont une référence à la Mecque au moment où ils prient. Donc on comprend que les religieux juifs seront très hostiles au sionisme, et d'ailleurs quand Théodore Herzl essaiera de les convaincre de le soutenir, il y aura une pétition quasi unanime de tous les rabbins d'Allemagne contre Herzl et contre le projet sioniste. Mais à l'époque, donc on est à la fin du XIXe siècle, la majorité des juifs d'Europe sont laïcs, souvent non-croyants et révolutionnaires. Et il y aura même un parti révolutionnaire spécifiquement juif, qui est le Bund, qui propose dans le cadre de la Révolution mondiale l'émancipation des juifs à travers l'émancipation de l'humanité. Quelque part, je trouve que nous, à l'Union juive française pour la paix, nous sommes un peu les héritiers de cette idée-là. C'est dans le cadre de l'égalité de tout le monde et de l'émancipation de tout le monde qu'il y aura la fin des racismes et du colonialisme. On ne demande pas un sort particulier ou un état particulier. Alors le sionisme, il est complètement minoritaire face à ces deux courants, et dès le départ, c'est une théorie de la séparation. C'est une théorie qui proclame que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, donc la Russie, l'Allemagne, l'Autriche, ni dans le pays qui va être construit, c'est-à-dire le futur État juif en Palestine. Les sionistes n'ont jamais combattu l'antisémitisme, ils s'en sont toujours nourris. Donc aujourd'hui, quand on a les propos que je tiens, on est instantanément traité d'antisémite quand on n'est pas juif, et quand on est juif comme moi, on est traité de juif honteux, juif ayant la haine de soi ou juif nazi. Il faut savoir que les sionistes, non seulement n'ont pas combattu l'antisémitisme, mais ils aimaient les antisémites. C'est-à-dire, je donne un exemple, Herzl, donc on est en 1904, il va rencontrer le pire ministre antisémite du tsar, Plébé, celui qui a organisé le pogrom de Kishinev, dont ma grand-mère a été une des survivantes, et il lui dit vous et moi, nous avons les mêmes intérêts, qu'un maximum de juifs quittent la Russie. Donc dès le départ, l'idée sioniste va énormément plaire aux grands européens, parce qu'en gros, des gens qui proposent de débarrasser de leurs juifs, c'est quand même bien. Et il y en a même qui vont avoir une idée géniale, c'est Balfour. Alors Balfour a été Premier ministre d'Angleterre en 1905, il est ministre des Affaires étrangères en 1917, il appartient au courant chrétien sioniste, parce qu'il y a aussi un sionisme chrétien qui existe surtout dans les pays anglo-saxons depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, et qui dit en gros que les Juifs doivent retourner en Terre Sainte. Ça favorisera le deuxième avènement du Christ. Il faut qu'ils chassent le mal, Armageddon, donc les Arabes, des bronzés,
Et évidemment, après, il faut qu'ils se convertissent à la vraie foi, sinon ils seront détruits, parce que c'est des millénaristes, les chrétiens sionistes. Donc, ce courant qui est authentiquement favorisé le projet sioniste. Balfour, en 1905, fait un discours virulent à la Chambre des communes en disant que ces juifs pouilleux qui arrivent de Pologne et qui sèment la révolution à Londres, il faut leur interdire d'entrer en Angleterre, donc il interdira l'émigration en Angleterre. Et 12 ans après, il envoie une lettre à Rothschild, ce qui n'est pas un choix neutre, en disant « Nous sommes en train de conquérir la Palestine sur les Ottomans, et ça deviendra le foyer national juif. » Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? Pas du tout. Pour les antisémites, les juifs étaient des asiatiques parias, je prends paria qui est le mot d'Hannah Arendt, des parias asiatiques inassimilables en Europe, et en les envoyant là-bas, on en faisait des colons européens pour le service des grandes puissances européennes. Donc le sionisme, avec l'aide des grands de ce monde, va faire que les juifs vont traverser le miroir, vont passer du paria proscrit en Europe aux colons européens en Asie. C'est pas le seul exemple, hein. Vous prenez l'exemple des déportés de la Commune en Nouvelle-Calédonie, à l'exception très notable de Louise Michel, qui a été extraordinaire jusqu'au bout et qui a compris dès le début ce qu'était le colonialisme. La plupart des condamnés de la Commune vont collaborer avec le colonialisme, et donc c'est pas un exemple unique où on transforme des gens qui ont été proscrits en décolonisateurs. Mais en tout cas, le sionisme a joué à fond ce rôle-là de transformation. Le sionisme, dès le début, est un colonialisme, mais il faut comprendre que vers 1900, le colonialisme est une valeur dominante en Europe, y compris à gauche, où la plupart des gens pensent que les sociétés occidentales sont supérieures à celles des peuples colonisés et qu'ils vont apporter le progrès. Et donc il y a une espèce de mépris ou de non-connaissance des indigènes, et le sionisme, dès le début, c'est un colonialisme particulier parce qu'il ne vise pas à asservir les indigènes, c'est-à-dire les Palestiniens. Il est d'abord négationniste. Il y a cette phrase terrible de Israël Zangwill en 1905, disant que la Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre, autrement dit, niant même l'existence des Palestiniens. Et la première fois qu'on dira les Palestiniens, c'est au moment des accords d'Oslo. Jusque-là, on disait les Arabes, il n'y avait même pas de Palestiniens. Ils seront négationnistes, et en tout cas, la population sur place, ils ne visent pas à l'asservir, mais ils visent à l'expulser. Ben Gurion lui-même avait écrit en 1919, ces faits-là qui vivent en Palestine sont probablement les descendants des Hébreux, là il n'avait pas tort, donc ils se convertiront au sionisme, là évidemment il n'avait rien compris, et en fait bien sûr, dès que les Palestiniens ont compris que le projet sioniste visait à les expulser avec une méthode de colonisation terrible qui était l'achat des terres à des féodaux absents et l'expulsion des métayers présents, et aussitôt la consolidation et l'interdiction de cette terre aux non-juifs. Et ça a été la méthode. En même temps, pour ceux qui auraient des illusions sur le kibbutz, c'est pas par socialisme que les Israéliens ont fait les kibbutz. Le kibbutz était, il faut lire Shlomo là-dessus, était un instrument de conquête. La conquête individuelle de la terre n'était pas possible, alors on a fait une conquête collective, c'était le kibbutz ou c'était le moshav. Mais en même temps, ce socialisme était un socialisme dans une société séparée, c'est-à-dire dans une société interdite aux Palestiniens. Et si jamais un kibbutznik avait la malencontreuse idée de tomber amoureux d'une Palestinienne, ils étaient virés instantanément du kibbutz. Donc voilà, c'est un colonialisme qui, dès le début, apprenait le transfert. Dès les années 1930, dès qu'il y a eu les premières révoltes palestiniennes, 1920-1929, le consensus dans toute la direction sioniste, c'est le transfert, c'est-à-dire l'expulsion des Palestiniens au-delà du Jourdain, ou à défaut, la réserve, parce que les sionistes ont toujours rêvé que les Palestiniens deviendraient les Indiens du Proche-Orient ou les aborigènes du Proche-Orient, enfermés dans leurs réserves et incapables de revendiquer leurs droits. Quand on discute avec des sionistes, ils disent « mais on ne comprend pas votre hargne, on est un mouvement de libération nationale, tous les peuples ont droit à un État, pourquoi les Lituaniens ou les Slovènes auraient leur État et le peuple juif n'aurait pas son État ?» Donc ils disent « nous sommes un nationalisme et nous sommes un mouvement de libération nationale ». Il faut quand même comprendre que c'est quand même un nationalisme très particulier, parce que les Lituaniens, il y avait quand même en gros une zone où les Lituaniens étaient majoritaires, où on parlait lituanien, bon, les Slovènes pareil. Mais les Juifs, il y avait un peuple yiddish, mais il n'y avait pas de peuple juif. Et donc, et même là où il y avait un peuple yiddish, dans la zone de résidence de l'Empire russe, au maximum, ils faisaient 10% de la population et 50% de la population des villes, mais ils étaient minoritaires.
Et donc le sionisme a inventé, comme nationalisme, il a inventé la langue, la terre et le peuple. Ça fait quand même beaucoup. Le peuple, parce que il y a des peuples juifs, le peuple yiddish, le peuple judéo-espagnol, le peuple judéo-arabe, le peuple falacha, le peuple judéo-yéménite, qui sont des arabes, hein, tout simplement convertis au judaïsme. Il y a eu un royaume juif au Yémen, les Imérites, mais il n'y avait pas un peuple juif, c'était clair. La langue, parce que comme je l'ai expliqué, il y avait des langues juives, mais l'hébreu, langue religieuse, était interdite aux profanes, et la terre, parce que ce soit les juifs laïcs ou les juifs religieux, il n'y avait aucun attachement à cette terre. On en a même une belle preuve historique. En 1492, quand les juifs sont chassés d'Espagne, ça fait quand même 280 000 personnes, ils sont massivement accueillis par l'Empire ottoman, et où ils vont? Ils vont au Maghreb, qui est en train d'être conquis par l'Empire ottoman, ils vont à Sarajevo, ils vont à Smyrne, ils vont surtout à Salonique, qui sera une ville à moitié juive pendant 5 siècles, mais ils ne vont pas à Jérusalem, qui est pourtant ottomane aussi, ils ne vont pas dans les lieux religieux, parce que justement, il y a cet interdit religieux. Donc il n'y avait aucun attachement à cette terre, ils ont inventé ça. Sur sionisme et socialisme, il y a eu à gauche de très nombreuses illusions sur l'État d'Israël. Les kibbutz, c'est en général la gauche sioniste. Bon. Ben, ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, gauche sioniste, c'est un oxymore, mais on va me dire qu'aujourd'hui, que le terme de gauche est utilisé en France pour Valls ou Hollande, ma foi. Bon, je glisse. C'est du même ordre. Voilà, c'est du même ordre, mais cette pseudo-gauche sioniste, il n'y a pas un seul crime commis contre les Palestiniens dans lequel elle n'est pas trempée. L'expulsion délibérée des Palestiniens, le plan d'Aleph 1948, c'est Ben Gurion qui est au pouvoir. En 1967, la conquête des territoires occupés, plus le Golan et le Sinaï, c'est Levi Eshkol qui est au pouvoir avec Moshe Dayan à la tête de l'armée, c'est toujours les travaillistes. Cette même année, c'est un ministre dit socialiste, Yigal Allon, qui fait le plan de colonisation. La colonisation commence dès juillet 67, et comme les travaillistes n'ont pas le personnel pour aller peupler la Cisjordanie de colonies, ils vont chercher le seul tout petit courant qui est à la fois sioniste et religieux, les disciples du rabbin Kook. Le rabbin Kook était mort depuis 40 ans, mais son fils était vivant. C'est la seule toute petite secte sioniste socialiste. Les autres religieux, sionistes et religieux, les autres religieux étaient indifférents à la question de la colonisation. Et aujourd'hui, ils envoient ces gens avec des millions de shekels coloniser la Cisjordanie. Et aujourd'hui, ce courant national religieux représente à peu près 25% de la population israélienne, si on en croit toutes les élections depuis 20 ans. Et évidemment, comme ils disent, Dieu a donné cette terre au peuple juif, il n'y a pas la moindre négociation qui est possible avec eux. C'est en tout cas les travaillistes qui ont créé ce courant-là. C'est un ministre travailliste, Fouad Ben Elizer, qui fait ministre des infrastructures, qui est à l'origine de la construction du mur. C'est un ministre travailliste, Amir Peretz, qui est à l'origine de l'attaque contre le Liban en 2006. C'est un ministre travailliste, Ehud Barak, qui est à l'origine de Pont d'Urcy. Bref, vous ne trouverez pas un seul crime commis contre les Palestiniens dans lesquels cette pseudo-gauche n'a pas trempé. Donc voilà, s'enlever. Et j'ai parlé de la Histadrout tout à l'heure. C'est un syndicat fondateur de l'État d'Israël, c'est un syndicat sioniste, et c'est un syndicat raciste au départ. C'est-à-dire que ce syndicat n'a jamais défendu ni syndiqué les travailleurs non juifs, donc d'abord les Palestiniens qui ont été escroqués, et puis maintenant les travailleurs d'Afrique de l'Est, ou les Vietnamiens, ou les Thaïlandais qui travaillent en Israël. Il existe maintenant un petit syndicat non sioniste, Koach Yaodim, qui syndique, ils ne sont qu'une vingtaine de milliers, mais qui syndique tout le monde. La Histadrout, syndicat sioniste, est un syndicat raciste par définition, de par sa constitution même et de par ses statuts mêmes. Dans le petit bouquin que j'ai écrit, j'ai parlé aussi de sionisme et fascisme. Alors évidemment, tout de suite, les gens vont hurler. Et apparemment, c'est sur ce passage-là que l'article dans la Marseillaise annonçant cette soirée n'est pas paru. Ça a choqué la direction de la Marseillaise. Il semblerait que l'article paraisse demain, on va voir. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire sur sionisme et fascisme. D'abord, il faut savoir qu'il y aura une scission dans le mouvement sioniste vers 1930, que l'aile droite, qui s'appelle elle-même l'aile révisionniste, fondée par Vladimir Jabotinsky, va avoir des référents fascistes. Jabotinsky avait vécu de nombreuses années en Italie, il était admirateur de Mussolini, il est à l'origine de la théorie du transfert, en imitation de ce que les Italiens ont fait en Éthiopie, et aujourd'hui tous les dirigeants israéliens sont des disciples de Jabotinsky,
autrefois Begin ou Yitzhak Shamir, plus récemment Sharon, et même aujourd'hui, évidemment, Netanyahou, Tzipi Livni ou tout. Hélène socialisante de Ben Gurion. En 1933, quand Hitler prend le pouvoir, les Juifs américains déclarent le boycott de l'Allemagne nazie. Il y a toute une très grande émotion dans le monde juif partout. De nombreux Juifs s'engageront dans les brigades internationales contre le nazisme et tout. Mais Ben Gurion, depuis le Guichouf, depuis la Palestine mandataire, brise le boycott des Juifs américains, négocie avec les nazis les accords de Havara, qui veut dire transfert en hébreu, et qui, en gros, permettent aux Juifs allemands d'émigrer en Palestine avec leurs biens, alors que l'émigration est interdite pour l'Angleterre, la France ou les États-Unis. L'agence juive ne fermera son bureau à Berlin qu'au début 1940, quand en gros Hitler a pris la décision de l'extermination. Hitler prépare l'attaque contre l'URSS, il a donc décidé l'extermination des Juifs, notamment celles que commettront les Einsatzgruppen en route vers l'URSS. Et c'est à ce moment-là que cesse, en gros, l'expulsion des Juifs allemands. Jusque-là, même s'ils ont été très persécutés en Allemagne, ils pouvaient encore émigrer avec leurs biens jusqu'au début 1940. Et c'est Ben Gurion qui avait négocié ça. Il y aura des groupes terroristes qui seront créés dans l'extrême droite sioniste, l'Irgun, dirigé par Menachem Begin. L'Irgun elle-même scissionnera avec le groupe Stern, dirigé d'abord par Abraham Stern, puis par Yitzhak Shamir. Il faut savoir que ces groupes ont fait des très très grand nombre d'attentats contre des civils palestiniens. Ils s'en prendront aussi aux Anglais à partir de 1937, quand l'Angleterre, après la grande révolte palestinienne, limitera l'immigration juive en Palestine. Si l'Irgun arrête ces attentats anti-anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale, le groupe Stern continue. Le groupe Stern assassinera des soldats britanniques ou des militaires britanniques jusqu'au début 1944. Lord Moyne, c'est début 1944, c'est le haut représentant anglais en Égypte. Donc, les Anglais viennent de gagner El Alamein et leur représentant en Égypte est assassiné par des sionistes. Donc Yitzhak Shamir sera quand même, il ira même Yitzhak Shamir jusqu'à envoyer des émissaires dans un consulat nazi pour dire aux nazis, nous avons un ennemi en commun, l'Angleterre, nous pouvons nous entendre. Autrement dit, l'État d'Israël a eu pendant 7 ans un Premier ministre, Shamir, qui n'était pas seulement un terroriste, comme Begin, son prédécesseur, mais qui était un authentique collabo. Et après, ils vont vous expliquer, ils vont vous parler de génocide et d'antisémitisme, mais Israël a eu pendant 7 ans un Premier ministre collabo. En 1942, l'Organisation sioniste mondiale tient son congrès à l'hôtel Whitmore à New York. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une résolution finale sur on va utiliser tous les moyens pour vaincre le nazisme. Non, non, la résolution finale, c'est nous établirons un État juif sur l'ensemble de la Palestine. On pourrait continuer comme ça. Après-guerre, Ben Gurion va entamer des négociations avec Adenauer, premier chancelier d'Allemagne, et celui qui va mener les négociations, c'est Globke. Globke était le nazi qui avait fait les lois raciales de Nuremberg, qui a échappé au peloton d'exécution en 1945 en dénonçant ses petits camarades, et qui après sera rapidement blanchi, deviendra le principal conseiller d'Adenauer. Et c'est lui qui négocie avec entre l'Allemagne et Israël un accord. En gros, l'État d'Israël recevra plus de 50 milliards de marks en 40 ans de la part de l'Allemagne, qui va indemniser les victimes juives du nazisme, mais pas en toucher beaucoup, mais qui n'indemnisera pas les autres. Et en échange, l'État d'Israël aide l'Allemagne à re-rentrer dans le concert des nations, et effectivement, cette aide a permis à l'Allemagne, petit à petit, de re-rentrer dans l'ONU et de reprendre son rôle de puissance. C'est ça, c'est un ancien nazi qui est à la base de tout ce travail. Je vais terminer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le sionisme? Aujourd'hui, le sionisme a transformé Israël en une espèce de tête de pont de l'Occident en Asie occidentale. Clairement, Israël est un État occidental. Ça n'a pas toujours été le cas. Il faut comprendre que le sionisme existe depuis 110 ans. C'est depuis 1967 véritablement que cet État est un petit peu le 51e État des États-Unis, avec une interdépendance, parce qu'il ne faut pas croire que ce sont les Américains qui dictent aux Israéliens leur politique, c'est la direction sioniste qui est maître du jeu sur tout ce qui concerne la question palestinienne, et on l'a vu encore récemment avec la façon dont ils ont humilié Joe Biden ou John Kerry, venus demander des pseudo-négociations qui n'étaient que des demandes de capitulation, mais même ça, c'était trop pour Netanyahou et consorts.
Voilà, sur le sionisme, je conclurai en disant qu'on ne se trompe pas, cette question, elle est centrale. On ne peut pas isoler un aspect du sionisme des autres parce qu'on ne comprendrait pas sa force. Dans la tuerie qui vient d'avoir lieu à Gaza, 85% des Israéliens juifs ont approuvé. On ne comprendrait pas cette idée-là si on n'a pas derrière le complexe de Masada, cette idée que le sionisme a inculquée aux Israéliens, que les victimes ont été, sont et seront toujours les Juifs, qu'Arafat est un nouvel Hitler, que les Palestiniens sont des nouveaux nazis, qu'on veut les détruire et que s'ils reculent, c'est les Juifs à la mer. Cette idée, elle est majoritaire dans l'opinion israélienne et c'est le sionisme. Quand on rencontre des anticolonialistes israéliens, je me souviens de Keren Manor quand elle est passée à Marseille, et qui nous disait vous les Occidentaux, vous pouvez être contre votre gouvernement, contre le capitalisme, mais nous on est contre l'air qu'on respire. Et l'air qu'ils respirent là-bas, c'est l'air sioniste. Donc voilà, je veux essayer de vous convaincre que cette question-là, elle est totalement centrale, que l'idée aujourd'hui de recommencer Oslo est une absurdité totale. C'est-à-dire qu'imaginer une paix qui ne pose pas les questions centrales, la colonisation, l'occupation, l'apartheid, qui ne reprend pas les revendications de l'appel BDS, l'appel palestinien, qui dit fin de l'occupation, de la colonisation, destruction du mur, libération des prisonniers, égalité des droits entre Palestiniens et Israéliens, droit au retour des réfugiés, ça c'est le droit. Mais ça veut dire la fin du sionisme. Voilà.